Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour et bienvenue dans ce 22e numéro du magazine de la FDV. Bonjour à toutes et à tous, et bien tout de suite retrouvons les titres du numéro de ce mois. Alors, au sommaire, nous découvrirons tout d'abord un adage. Il s'agit ce mois d'un terme juridique, le mutuum. Nous saurons ensuite présenter les actualités développées ce mois dans la Gazette de la FDV, puis la présentation de l'un des grands arrêts de la jurisprudence civile. Et enfin, après l'interview juridique du mois, nous recevrons Rajendranath Lolji. Tout de suite, nous découvrons le terme mutuum. Mutuum. Prêt de consommation. Cette expression désigne le contrat en vertu duquel une personne, le prêteur, remet à une autre, l'emprunteur, pour qu'elle s'en serve, une chose fongible et consomptible, à charge pour elle d'en restituer une semblable. Vous pourrez retrouver l'intégralité de cette gazette sur le site de la faculté de droit virtuel à la rubrique Gazette. Alors comme d'habitude, actualité jurisprudentielle d'une part, actualité législative d'autre part. Confirmation de l'interdiction de l'exposition Our Body par la Cour de cassation, fin d'une pièce en 3 actes, c'était le 16 septembre 2010, elle confirme l'interdiction de cette exposition, en rappelant notamment qu'au terme de l'article 16-1-1 alinéa 2 du Code civil, les restes des personnes décédées doivent être traités avec respect, dignité et décence, et que l'exposition de cadavres à des fins commerciales méconnaît justement cette exigence. L'enfant né d'inceste est fondé à demander réparation du préjudice moral, notamment engendré du fait de sa conception. C'est la chambre criminelle de la Cour de cassation, le 23 septembre 2010, qui met en avant le fait qu'une femme victime de viol incestueux est fondée à exercer une action civile au nom de son fils, né de ses relations, et à demander réparation du préjudice moral qu'il va subir. La difficile qualification de la diffamation, c'est l'Assemblée plénière de la Cour de cassation, le 25 juin 2010, qui a estimé que, je cite, « les écrits incriminés, alors en l'espèce il s'agissait de propos diffusés par voie de presse par des rappeurs, n'imputaient aucun fait précis de nature à être sans difficulté l'objet d'une preuve ou d'un débat contradictoire. La Cour d'appel en a déduit à bon droit que ces écrits, s'ils revêtaient un caractère injurieux, ne constituaient pas le délit de diffamation envers une administration publique. » Le Conseil constitutionnel, dans 2 décisions, numéro 2010-31 et 2010-32, à propos donc de la QPC, la question prioritaire de constitutionnalité, a tiré les conséquences le 22 septembre 2010 de sa décision du 30 juillet dernier et déclare la retenue douanière inconstitutionnelle et valide en partie le régime de la garde à vue en matière de délinquance et de criminalité organisée. L'acquisition de la propriété d'un mur par la mitoyenneté à l'épreuve de la QPC, encore la QPC, c'est la Cour de cassation, le 15 septembre 2010, qui renvoie la question préjudicielle de constitutionnalité relative à l'article 661 du Code civil, qui permet d'acquérir la propriété d'un mur par la mitoyenneté. En effet, cette disposition ancienne pourrait être déclarée inconstitutionnelle par le Conseil du fait de l'atteinte portée au droit de propriété, ce droit qui est protégé par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789. En droit de la concurrence, pas de legal professional privilege pour les avocats internes à l'entreprise. C'est la Cour de justice de l'Union européenne qui nous rappelle cela le 14 septembre 2010. Elle est fidèle en cela à sa jurisprudence AMS Europe contre Commission de 1982. Elle rejette donc le pourvoi des sociétés Axo et Acros, rappelant qu'en droit de la concurrence, justement, les échanges au sein d'une entreprise avec l'avocat interne ne peuvent bénéficier du legal professional privilege. Enfin, concernant la déclaration unilatérale d'indépendance du Kosovo, elle n'est pas contraire au droit international, conformément à l'avis consultatif rendu par la Cour de justice internationale le 22 juillet 2010. Actualité législative maintenant, concernant la loi anti-burqa, numéro 2010-11192 du 11 octobre 2010, le juge constitutionnel apporte une précision fondamentale, une réserve en l'occurrence, qui justifie la constitutionnalité du texte, qui péchait sinon en pensée au moins par omission, après les réserves du Conseil d'État et peut-être avant celles possibles pour le droit européen.
Et enfin, de la sauvegarde financière accélérée, c'est la loi numéro 2010-1249 du 22 octobre 2010 de régulation bancaire et financière qui consacre, à la suite d'une consultation juridique publique, lancée conjointement par le ministère de la Justice et par le ministère de l'Économie le 27 juillet 2010, une nouvelle réforme des procédures collectives visant à créer une procédure de sauvegarde financière accélérée. Voici pour les brèves de ce mois. Bien tout de suite, retrouvons le grand arrêt du mois avec Gérald. Rappelez-vous, le 15 février 1985, M. Edreul subit en clinique une coloscopie. Lors de cette intervention, le docteur Comte, un gastro-entérologue réputé, décide de procéder à l'ablation d'un polype. Tout s'étant a priori bien déroulé, le patient est autorisé à rentrer chez lui. Mais, une fois à son domicile, le sieur Edreul se met à souffrir de douleurs abdominales de plus en plus violentes. Il retourne alors consulter un spécialiste et apprend que sa souffrance résulte d'une perforation intestinale qui nécessite, le 17 février 1985, une intervention chirurgicale avec ablation du côlon et du rectum. Surpris par les conséquences qu'avait eues sa coloscopie, M. Edreul décide, malgré son affaiblissement physique, de saisir le tribunal de grande instance de Rennes. Mais le tribunal déboute le plaignant en raison de l'absence de faute. Décidé à ne pas se laisser faire, M. Edreul interjette appel. Mais, là encore, la Cour d'appel de Rennes rejette son recours au motif que le patient ne rapportait pas la preuve de ce que le praticien ne l'avait pas informé du risque encouru. M. Edreul décide alors de se pourvoir en cassation. Or, la première chambre civile de la Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la Cour d'appel de Rennes au motif que le médecin est tenu d'une obligation particulière d'information vis-à-vis de son patient et qu'il lui incombe de prouver qu'il a exécuté cette obligation. Ce faisant, la Cour de cassation statue sur la charge de la preuve de l'article 1315 du Code civil. En effet, la question était ici de savoir si c'était au patient qu'incombait la charge de la preuve, du fait qu'il était demandeur de dommages et intérêts, ou bien si c'était au médecin qu'incombait la charge de la preuve, du fait qu'il était tenu d'une obligation d'information envers le patient. Revenant sur sa jurisprudence antérieure, la décision rendue le 25 février 1997 par la haute juridiction s'avère favorable au patient, puisqu'elle fait peser la charge de la preuve sur le médecin. Intéressant, non ? Alors Céline, ce mois-ci, vous avez interviewé Béatrice Balivet qui, à l'occasion d'un décret récent, est revenue sur le droit au logement opposable, la fameuse loi Dallot. Oui, alors en fait, nous avons pu discuter du contexte de ce décret numéro 2010-1275 du 27 octobre 2010, voir un petit peu sa portée à la fois au niveau national et puis également au niveau Rhône-Alpes. Eh bien, regardons tout de suite un extrait. De manière plus concrète, le 1er décembre 2009, l'association Juris Logement, en partenariat précisément avec l'Institut de droit immobilier et d'administration de biens de Lyon 3, a organisé un colloque sur cette problématique. Et nous avons pu disposer donc des chiffres qui montrent que Lyon serait peut-être un peu en retrait par rapport à ce pessimisme montré par ce décret, puisque M. André Paulet, président de la commission de médiation, faisait état de 3315 dossiers déposés depuis janvier 2009, donc jusqu'au 1er décembre 2009. Et 2681 dossiers sur ces 3315 dossiers étaient traités. Alors, ce qui fait la commission lyonnaise se réunissant à hauteur de 3 à 4 fois par mois, cela fait 55 dossiers traités par séance. Alors, de manière assez surprenante, Christian Millet, vice-président du tribunal administratif de Lyon, mentionnait à cette occasion que le nombre de requêtes à Lyon était seulement de 12 requêtes, ce qui évidemment est un chiffre extrêmement étonnant par rapport aux chiffres avancés, notamment dans les Bouches-du-Rhône ou évidemment dans la région parisienne. En conclusion de ce magazine, nous recevons Rajendra Lolji, attaché temporaire d'enseignement et de recherche en droit public au Centre d'études européennes. Bonjour. Bonjour. Alors tout d'abord, pouvez-vous nous présenter un peu plus le Centre d'études européennes, ses activités, ses recherches ? Bien, oui, bonjour. Donc, le Centre d'études européennes est
C'est un des plus anciens centres de l'université. Il a été créé en 1972. Il avait initialement pour mission de recevoir de la documentation de la part des communautés européennes. Donc la documentation est toujours une activité très importante. Un fonds documentaire de 3800 ouvrages qui est le fonds le plus important après les services centraux. Donc la documentation, mais également aujourd'hui deux pôles très importants, l'enseignement et la recherche. L'enseignement parce que nous avons 3 diplômes, un Master 1, un Master 2, et également un diplôme universitaire. Et enfin, je crois que c'est finalement l'essentiel, la recherche. La recherche, puisque 10 enseignants-chercheurs, 7 professeurs et 3 maîtres de conférences sont attachés au centre, ainsi que plusieurs doctorants contractuels, ce qui en fait une équipe nombreuse, dynamique aussi, avec des sujets de recherche assez diversifiés, avec une orientation ces dernières années sur l'action extérieure de l'Union européenne, sans négliger évidemment les fondamentaux. D'accord, oui, effectivement. Le Centre d'études européennes donc, organise régulièrement des colloques et conférences. À ce sujet, eh bien, se tiendra donc les 22 et 23 novembre prochains eh bien, un colloque sur les revirements de la jurisprudence en droit européen et comparé. Alors, si l'importance effectivement de la jurisprudence européenne n'est plus à démontrer, quelle est quand même la place de ces modifications de cette jurisprudence? Alors, modification de cette jurisprudence, en fait, le débat est ouvert. Quoi qu'il en soit, les revirements de jurisprudence en droit européen ont une place particulière parce que les droits européens, qu'il s'agisse du droit issu de la Cour de Strasbourg ou celle de Luxembourg, ces deux droits européens sont éminemment jurisprudentiels. Je crois que c'est ce qui fait le premier intérêt de l'étude de la jurisprudence dans un premier temps et l'étude du revirement ensuite, parce que ces revirements finalement existant en droit national qu'en droit européen, et c'est ce qui en fait finalement un objet finalement universellement connu, mais qui peut être très différent dans ses implications, puisque ces droits européens transcendent un peu les distinctions que l'on peut connaître en droit national, entre droit privé, droit public en France, et la jurisprudence européenne finalement irrigue tous les domaines du droit national. C'est ce qui fait finalement l'intérêt majeur de l'étude de la jurisprudence, d'une part, et du revirement d'autre part, sachant que dans ce colloque interviendront des personnalités qui sont au cœur même de l'évolution de cette jurisprudence. Et je cite en particulier le président du tribunal de première instance, Mark Jaeger, le ministre d'État Melchior Watley, qui est aussi ancien juge à la Cour de justice, mais aussi finalement un public de professeurs et de maîtres de conférences qui étudieront donc la notion et la politique d'abord de revirement pour aussi donner une illustration de la pratique de ce revirement de jurisprudence, donc en droit européen et en droit comparé. Merci. Et puis également, d'ailleurs, vous-même, qui interviendrez aussi dans ce colloque sur un thème tout aussi important. Alors, vous parliez de ces questions de droit éminemment jurisprudentiel et de la nécessité de la connaissance de ce droit, et le Centre d'études européennes publie aux presses universitaires de France un ouvrage, suite au célèbre GAJA, les grands arrêts de la jurisprudence administrative, qui existe aussi pour aujourd'hui la jurisprudence civile. Vous publiez les grands arrêts de la jurisprudence européenne. Alors finalement, est-ce que ce n'est pas une jurisprudence difficile à appréhender et même à maîtriser aujourd'hui que cette jurisprudence européenne? Alors sur la difficulté, je mentirais en disant que c'est compliqué. D'abord, je mentirais à mes étudiants. Non, au cas par cas, finalement, c'est une jurisprudence qui est très riche, donc qui n'est pas compliquée en soi. Je crois que ce qui complique vraiment l'étude de cette jurisprudence prise dans son ensemble, c'est la masse d'arrêts qui ont été rendus depuis une cinquantaine d'années. Et finalement, les auteurs l'expliquent très bien. Avoir sélectionné une centaine d'arrêts, en l'occurrence, ce ne sont pas les 100 plus grands arrêts, mais peut-être 100 très grands arrêts. Finalement, elle est à la difficulté. Je crois que c'est dans le volume de la jurisprudence rendue. Écoutez, je crois qu'il faut qu'on invite tout simplement les étudiants, mais aussi les praticiens et les universitaires à consulter cette sélection faite par les spécialistes du Centre d'études européennes. On vous remercie pour votre intervention.
Et quant à nous, merci de nous avoir suivis, comme vous l'avez constaté, sur le nouveau plateau FDV TV avec les nouveaux moyens de la division audiovisuelle de l'Université Lyon 3. Nous vous donnons maintenant rendez-vous le mois prochain. Eh bien, pour un nouveau numéro du magazine de la FDV.